Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, nous allons faire dans cette vidéo la review de WWE Hell in a Cell. Alors, WWE Hell in a Cell, c'est donc le dernier pay-per-view du main roster de WWE. Donc voilà, Hell in a Cell qui se déroulait dans la nuit du 20 au 21 juin. Alors, comme je l'avais précisé dans ma preview qui n'était pas tout à fait complète, étant donné que la carte a été quelque peu modifiée entre le temps où j'ai tourné ma preview et le temps du pay-per-view. Il y a eu quelques matchs ajoutés, notamment Seth Rollins, Cesaro et Kevin Owens, Sami Zayn. Mais voilà, finalement, j'étais un peu hype. Ils ont retiré le Roman Reigns, Rey Mysterio, malheureusement, qui m'a hypé bien. Et du coup, voilà, c'était plus compliqué. Après, t'avais toujours le Belair Bailey qui m'a hypé, mais sinon, la carte en elle-même, vu que j'avais pas pu dire ma hype spécialement pendant ma preview, enfin, j'avais pas pu donner une hype valable par rapport à la carte finale du pay-per-view. Enfin voilà, j'étais pas hype. Vraiment, je m'attendais pas à quelque chose, honnêtement. C'est pas plus mal d'ailleurs parce que peut toujours être surpris. Du coup, on va commencer donc la review de WWE Hell in a Cell avec le kick-off, le match de kick-off. Évidemment, il y en avait un. C'était Natalya contre Mandy Rose. Alors la storyline part d'une dispute en backstage qui a viré au fight. Donc on va déboucher très probablement sur un match de championnat par équipe féminin, puisqu'on rappelle que Natalya et Tamina sont les championnes par équipe actuelles. Mandy Rose est-elle en équipe assez régulièrement avec Dana Brooke, qui l'accompagnait d'ailleurs pour ce match. Alors le match en lui-même était pas ouf, hein, très honnêtement, il a duré un peu moins de 10 minutes, victoire de Natalya, que je trouve pas spécialement logique, très honnêtement, étant donné que je pensais qu'ils allaient faire gagner celle qui est en position de challengeuse. Après, c'est peut-être pour faire gagner finalement Mandy Rose et Dana Brooke et avoir un changement de titre, je sais pas trop. Très honnêtement, après, le match m'intéresse pas, hein, très honnêtement, il m'a pas intéressé, je l'ai trouvé assez moyen. Les deux sont pas spécialement fluides, surtout Mandy Rose, qui a vraiment causé beaucoup de problèmes au match, j'ai trouvé. Voilà, ça m'intéressait pas. Après, je sais pas non plus, enfin, j'avais pas non plus zéro investissement, quoi. Je suivais le match quand même, évidemment. Et c'était pas très mauvais, hein, très honnêtement. Il y avait juste quelques problèmes de fluidité, de placement, notamment de Mandy Rose, qui était plutôt compliqué. Mais voilà, vraiment, les filles ont pas l'air de cliquer ensemble. Ça arrive, hein, voilà, il y a pas de problème avec ça. C'est un match de kick-off. Je vais pas spécialement gueuler dessus parce que c'est pas spécialement intéressant et c'est pas spécialement important. Donc il y a pas matière à vouloir faire un gros match de toute façon. Mais voilà, personnellement, j'ai mis 2,5. C'était vraiment purement booké comme un match de kick-off, et ce qui est totalement normal. Mais c'était pas pour autant très bon. Voilà, c'est plutôt compliqué. De toute façon, à Mandy Rose, Natalia, je m'attends pas à ce qu'on ait un 4, hein, voilà. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Natalia. Comme j'ai dit, j'exprime un peu des réserves par rapport à la victoire de Natalia, mais après, ça dépend aussi du booking qu'ils veulent produire de par cette feud. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer à la carte principale du pay-per-view Hell in a Cell 2021. Carte principale qui commençait directement par un Hell in a Cell match pour un championnat, puisque Bianca Belair défendait son championnat féminin de SmackDown contre Bayley. Alors Bianca Belair contre Bayley, c'était prévu à la base, comme j'en avais parlé dans ma preview, mais ça a été ajouté lors de SmackDown. C'est un Hell in a Cell match, ce qui est plutôt bien, je trouve, par rapport au fait que ce soit un rematch. Elles avaient eu déjà un 1 contre 1 que j'avais adoré à WrestleMania Backlash, et là elles ont eu un autre 1 contre 1, donc il fallait, je pense, élever un peu le niveau de tension. Donc à Hell in a Cell, j'ai trouvé ça plutôt logique. Bianca Belair a très logiquement conservé son titre en un peu moins de 20 minutes. Le match, je l'ai trouvé excellent, et c'est mon match préféré de WWE Main Roster depuis le début de l'année, très honnêtement. Il y a des matchs que j'ai préférés à NXT, comme Finn Balor contre Pete Dunne, par exemple, mais niveau Main Roster, pour moi, il n'y a pas mieux que ce Bayley Bianca Belair en Hell in a Cell cette année. Vous vous doutez également que c'est mon match préféré du show, donc personnellement, je lui ai mis la note de 4 étoiles. Belair et Bayley, tu sens qu'elles savent faire un match ensemble. Pour le coup, autant Mandy Rose et Natalia, tu sens que ça clique pas. Bianca Belair, Bayley, tu sens qu'il y a une alchimie naturelle où ensemble, elles savent vraiment construire un match. Elles savent vraiment faire ça. Et moi, personnellement, j'ai trouvé le match très intelligent. Belair commence le match en tentant quelques roll-up, parce qu'on rappelle qu'elle avait gagné par roll-up à WrestleMania Backlash. Personnellement, j'ai trouvé ça logique qu'elle se serve d'une arme avec laquelle elle a déjà battu Bayley. Ensuite, voilà, les roll-up ne marchent pas assez logiquement. Ensuite, elle commence à utiliser un peu plus la stipulation. Voilà, Belair, Bayley, je sais plus, c'est Bayley qui s'arme d'une chaise, pardon, et Bianca Belair, du coup, elle s'arme de sa natte de cheveux avec laquelle elle s'était servie pour mettre en difficulté Sasha Banks et pour limite la battre, hein, lors de WrestleMania pour remporter le titre. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça logique personnellement. Bianca Belair va avoir un bon retour avec un dropkick sur la chaise en question et sur Bayley, donc. Du coup, voilà, Bayley, elle est en difficulté finalement à cause plutôt des cheveux de Bianca Belair, enfin voilà, et du coup, elle se sert des cheveux, elle essaie de déstabiliser Bianca Belair comme ça, enfin elle attache les cheveux à la corde. Un peu plus tard dans le match, elle va attacher les cheveux de Belair à la chaise, elle va essayer de tirer. Finalement, Bianca Belair va réussir à s'en sortir.
Et non, ouais, moi j'ai trouvé ça cool personnellement. Bianca Belair va même attacher ses cheveux à Bailey directement un peu plus tard dans le match. Moi j'ai trouvé que c'était un spot plutôt cool personnellement. Mais enfin vraiment, tu sens qu'il y a une vraie intelligence de catch dans le match. À un moment, t'as une sunset bomb magnifique sur la cage de la part de Bailey à l'extérieur du ring que j'ai trouvé vraiment cool. Et non, ouais, franchement, les spots étaient inventifs, les contres étaient très très intelligents. Bailey a un très bon heel work dans le match et elle va vraiment les deux, tu sens qu'elles se connaissent sur un ring, c'est assez taré. Et la construction est super du match. Personnellement, j'ai mis 4, c'est un très bon Hell in a Cell. Et même moi qui suis pas très friand de ce genre d'opener, d'habitude, enfin voilà, les openers où c'est trop, d'habitude j'ai du mal, que ce soit dans les NXT Takeover par exemple. Mais là, même alors que l'opener c'est un Hell in a Cell match, et ben l'opener il est passé mais comme une lettre à la poste. Vraiment, j'avais même pas l'impression qu'elle s'en faisait trop tellement c'était un match intelligent en fait. Et franchement, moi j'ai adoré personnellement le match et je peux que le conseiller. C'est très rare que j'adore autant des matchs de WWE Main Roster. Celui-là, je lui ai mis donc la note de 4 étoiles. C'est mon match préféré du show et un gros conseil pour ma part. Du coup, voilà, Bianca Belair conserve son titre avec, j'ai oublié de le dire, mais un bon spot, un KOD sur une échelle. Moi, j'ai trouvé ça très bien pour enfin donner une victoire concrète à Belair sur Bailey, puisqu'elle avait gagné par roll-up à WrestleMania Backlash. Du coup, ça montre quand même qu'elle est capable d'être plus forte finalement que Bailey et vraiment de manière concrète. Et moi, j'ai bien aimé le finish. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match de la carte principale. Le deuxième match de la carte principale, c'était un rematch de WrestleMania. Seth Rollins affrontait Cesaro. Le match a duré un peu plus de 16 minutes. Victoire de Seth Rollins. Alors voilà, le match est cool. Franchement, le match est cool. Après, bon voilà, je suis peut-être un petit peu déçu par le finish par roll-up, très honnêtement. Voilà, parce que Seth Rollins, il faut le savoir, gagne par roll-up. Ce qui m'a peut-être un peu dérangé parce que s'il devait y avoir une victoire par roll-up, pour moi, c'était plus Cesaro parce que Cesaro avait déjà gagné leur premier match. Donc, qui gagne par roll-up, voilà, ça aurait un peu atténué Seth Rollins, un peu atténué la perte de momentum de Rollins dans la défaite, même si évidemment, enfin voilà, Seth Rollins a plus de momentum de base de par sa carrière que Cesaro, mais bon, c'est pas le sujet pour la feud en question évidemment. Le match reste bon, meilleur qu'à WrestleMania selon moi, je lui ai mis la note de 3,25, car oui, j'avais pas mis 3,25 à WrestleMania personnellement, et enfin vraiment, tu pouvais vraiment voir vraiment de la haine entre les deux, enfin, tu pouvais, enfin, vraiment ça s'attaque directement à l'extérieur du ring, enfin ça cherche pas, enfin voilà, par exemple Cesaro, à un moment il est sur la troisième corde, et il veut pas spécialement faire un truc beau, enfin voilà, il fait un double axe handle, bam sur la gueule de Rollins, enfin, sans que vraiment le but c'est de se casser la gueule, et moi j'ai bien aimé, et c'est personnellement ça qui rend le finish anticlimatique, parce que le but c'est vraiment de se casser la gueule, les deux veulent vraiment se péter la gueule, et tu finis le match par roll-up, je vois personnellement pas un grand intérêt très honnêtement, surtout que, enfin non, c'est plutôt compliqué, ouais, c'était plutôt compliqué par rapport au finish, par rapport à toute la construction du match. Après les deux ont fait un très bon job, ont gardé leur match intéressant, j'ai pas plus loin que 3,25, j'étais à 3,5, mais le finish me fait passer à 3,25 malheureusement, finish de merde. Victoire de Seth Rollins, je pense qu'on aura très honnêtement Roman Reigns contre Seth Rollins pour le championnat universel lors de SummerSlam, voire de Money in the Bank s'ils le font sur une construction un peu plus rapide. Et du coup, bah, voilà pour ce match, j'ai pas spécialement grand chose à dire de plus pour le match, très honnêtement, il était bon. Après, c'est pas ce que je vais recommander particulièrement. Du coup, voilà pour ce match auquel j'ai mis 3,25. On va maintenant passer au troisième match de la carte principale. C'était le match qui m'a hypé le moins, évidemment, j'avais pas du tout envie de voir ça c'est normal. Alexa Bliss contre Shayna Baszler, donc voilà, avec toute la storyline du truc de la poupée, tout ça, du personnage d'Alexa Bliss, bon voilà, j'attendais pas à quelque chose de bien, très honnêtement, ce qui est logique. Le match a duré un peu moins de 7 minutes, victoire d'Alexa Bliss, ce qui est aussi logique pour le coup, parce que, enfin, ce qui est logique en soi, non, mais je m'attendais pas à une victoire de Shayna Baszler, quoi. Le match est naze, enfin voilà, au moins elles ont essayé de faire un peu de catch, ça fait que j'ai mis 1, mais c'est naze, c'est comme chaque match ou segment qui implique Alexa Bliss depuis son nouveau personnage. Finalement, t'as des trucs dans les trucs surnaturels où elle va hypnotiser Shayna Baszler. Enfin voilà, j'ai trouvé ça naze. C'est nul à chier, c'est pas crédible et on est censé prendre ça au premier degré quoi. Enfin vraiment, on est censé prendre, c'est ça le problème, on est censé prendre ça sérieusement quoi. Et je trouve ça naze personnellement parce que enfin c'est pas crédible en fait, c'est pas du catch donc je peux pas aimer. La storyline est mauvaise. Voilà, j'ai rien à dire de plus, hein, très honnêtement, j'ai rien à dire de positif finalement sur le match. Peut-être que bah si, elles ont fait du catch un peu, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1, mais même à ça, j'ai mis 1 quoi. Donc j'ai pas spécialement de la positivité à sortir sur le match, j'ai pas grand-chose à dire très honnêtement. Voilà, victoire d'Alexa Bliss avec son Twisted Bliss qu'elle réutilise du coup depuis qu'elle s'est séparée du Fiend. Je trouve ça cool parce que le Twisted Bliss c'est une prise que j'aime bien. Mais non, même à ça, je préférerais revoir l'ancienne Alexa Bliss qui catchait en fait, parce que j'aimais bien Alexa Bliss avec son personnage de goddess. Hein, franchement, j'aimais bien. Mais là, c'est devenu naze, donc j'aime pas. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà pour ce match. Comme vous l'avez vu, c'était pas spécialement la plus grande positivité. Après, heureusement, c'était en plein milieu de carte. C'était dans un moment un peu perdu du show. Heureusement qu'ils ont fait ça là. Du coup, on va pouvoir passer au quatrième match de la carte principale, cinquième match du show en tout,
souci, on compte le kick-off. Le match suivant, c'était Sami Zayn contre Kevin Owens. Donc là aussi, comme Cesaro contre Seth Rollins, un rematch de WrestleMania. Sami Zayn contre Kevin Owens, le match a duré un peu moins de 13 minutes. Victoire de Sami Zayn qui m'a vraiment surpris parce qu'en plus il gagne clean avec son Hell of a Kick. Alors franchement, le match est pas mauvais, très honnêtement, mais j'étais pas intéressé du tout par l'action présentée. Franchement, par rapport à la storyline, tout ça, par rapport à comment peut être utilisé Sami Zayn actuellement, j'arrive pas à être investi dans ces matchs. J'ai l'impression qu'il passe pour un débile avec tous ces trucs de théorie du complot, tout ça. Enfin, moi je trouve ça débile personnellement. Mais voilà, et ça m'aide pas forcément à être investi dans un de leurs matchs, surtout le Owen Zayn où j'ai l'impression que Zayn passe un peu pour un débile. Et c'est pour ça que je rajoute 0,25 par rapport à la fin. J'étais à 2,75, je suis passé à 3. Mais très honnêtement, je pense aussi que c'était un peu trop long par rapport à ce que c'était, par rapport à ce qui était censé être pour moi. Et non, ouais, c'était plutôt compliqué. Après, les deux sont bons, les deux font un bon match ensemble. Tu sens qu'il y a une alchimie, évidemment, mais j'ai du mal. Ouais, j'ai du mal encore une fois. L'in-ring est bon, mais comme je l'ai dit, j'ai manqué l'intérêt pour ce match. Je suis juste vraiment content, comme j'ai dit, que Sami Zayn ait gagné clean avec son Hell of a Kick, parce que je m'y attendais vraiment pas du tout par rapport à l'utilisation de Sami Zayn. Bon, après, je me fais pas de spécialement de bonnes idées sur le booking futur de Sami Zayn. Hein. C'est plus que j'ai l'impression qu'ils sont en train de booker Owens pour le coup dans une descente un petit peu. Il s'est fait pin par Commander Aziz lors de SmackDown. Voilà, j'ai vraiment que l'impression que même si c'est Zayn qui gagne, le booking tourne quand même autour de Kevin Owens. Donc voilà, c'est pas personnellement ce qui m'enchante le plus. Après le match était bon, je vais pas spécialement le conseiller. Enfin à part si vous avez pas le build-up tout ça, parce que pur in ring c'est un bon match et je le conçois. Bon voilà, après ça reste un bon match. Voilà, j'ai mis 3, mais voilà, pas intéressant en tout cas à mon sens. Du coup voilà pour ce match donc remporté par Sami Zayn. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show Hell in a Cell 2021. Le pré-main event, c'était le match pour le championnat Raw Women's Championship. Rhea Ripley défendait son titre contre Charlotte Flair dans un 1 contre 1, dans un rematch de WrestleMania aussi, mais cette fois-ci de WrestleMania 36, donc 2020. Le match a duré un peu plus de 14 minutes. Victoire de Charlotte Flair, mais qui ne gagne pas le titre, attention, puisqu'elle gagne le match par DQ. Donc voilà, Rhea Ripley se fait disqualifier. Alors même si le finish fait aucun sens, c'était dégueulasse, enfin c'est Rhea Ripley qui claque la protection de table des commentateurs sur Charlotte Flair, du coup DQ, ce qui n'arrive jamais normalement. Normalement, il n'y a jamais une DQ par rapport à ça. Enfin, ils arrangent les règles quand ils veulent, j'ai l'impression, WWE. Mais je vais pas mettre une mauvaise note à ça parce que j'ai été très surpris de la qualité du match. J'ai mis 3,25 personnellement, j'étais assez proche du 3,5 et j'étais à 3,5 sans la fin parce que franchement, tu sens qu'il y a une vraie construction, tu sens qu'il y a quelques éléments qui sont cool, tu vois. Flair, elle essaye d'utiliser tous ces gros moves qu'elle a dans son arsenal et Ripley stick out un par un des moves en question, Big Boot, Natural Selection, Spear, enfin voilà, et franchement, jusqu'à arriver à ce que Charlotte Flair place son figure 8, et Rhea Ripley arrive à s'échapper du figure 8 en attrapant les cordes, ce que j'ai trouvé très très bien. Pourtant, elle était au milieu du ring et tout, mais elle s'est vraiment battue, et moi j'ai trouvé ça très bien, parce que ça montre une évolution dans le personnage de Rhea Ripley, dans tout son comportement, et moi j'ai trouvé ça bien, parce que, enfin en fait, à WrestleMania 36, Ripley avait perdu avec le figure 8, là elle arrive à s'en dégager, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça que c'était une belle référence personnellement, c'est un spot que j'espérais dès le début du match, et quand je l'ai vu pendant le match, je pouvais qu'apprécier personnellement. Flair, son legwork, il est pas mauvais, il est pas spécialement bon non plus, parce que je la trouve pas spécialement concentrée sur la jambe. Enfin, elle fait quelques rappels de temps en temps sur la jambe, mais elle est pas spécialement concentrée, elle fait pas de prise vraiment impactante sur la jambe de Ripley, hormis son figure 8 évidemment. Bon, évidemment, il y a quelques moments qui me gênent dans le match, il y a quelques moments qui sont pas spécialement fluides, mais ça m'a pas plus dérangé que ça, honnêtement. Il y a aussi un moment où Charlotte Flair attaque Rhea Ripley à l'extérieur du ring, donc j'ai trouvé ça brutal et cool. Sauf que, enfin, Charlotte Flair, elle veut faire un dropkick sur Ripley contre les escaliers, sauf que ça s'est cramé à mort qu'elle le fait sur les escaliers. Enfin, t'entends le bruit du pied de Charlotte Flair contre les escaliers. Enfin, voilà. Et je sais que c'est normal hein, qu'elle tape pas Rhea Ripley dans la gueule directement, il y a pas de souci. Hein. Mais quand ça se voit, quand c'est mal filmé, c'est compliqué. Enfin voilà, c'est comme un peu Syuri quand elle fait ses coups de genoux à la Stardom et que c'est filmé de façon à ce qu'on voit parfaitement qu'elle les fait contre la protection de coin, quoi. Mais voilà, après la fin du match ruine un peu le match, même si ça reste très bon. J'ai mis 3,25 honnêtement, j'ai pas spécialement de raison de mettre une mauvaise note au match. Voilà, pour moi c'était un bon match, y a pas de souci. Je vais pas spécialement le conseiller. Après ça reste très honnêtement mon deuxième match préféré du show, juste derrière le Belair Bailey, parce que pour moi c'est un 3,25 qui est un peu au-dessus du 3,25 que j'ai mis à Cesaro contre Seth Rollins. Mais voilà, finish compliqué. Je pense qu'ils vont refaire un Money in the Bank de Flair Ripley. Ça me choquerait pas du tout, très honnêtement. Du coup voilà pour ce match, et d'ailleurs aussi j'ai oublié de le dire, mais Rhea Ripley, soit elle est face, soit elle est heel, on comprend rien. Enfin, Rhea Ripley de toute façon depuis qu'elle est au main roster, c'est une catastrophe. Là elle arrive à faire un match correct, et là en fait le problème c'est qu'elle a un comportement de heel alors qu'elle
qu'elle est censée être face. Tu fais quoi? Enfin, c'est débile, je trouve, le booking de Rhea Ripley personnellement. Mais du coup, après ça, on va pouvoir passer au main event. Le main event, c'était le deuxième et dernier Hell in a Cell match de ce show. On avait un match Hell in a Cell donc pour le championnat WWE. Bobby Lashley, accompagné par MVP, défendait son titre contre Drew McIntyre dans un match où si Drew McIntyre perdait, il n'avait pas le droit d'avoir de nouveau une chance au championnat WWE tant que Bobby Lashley est champion. Le match a duré 26 minutes. On a eu une victoire de Bobby Lashley qui a conservé son titre. Je vais parler du match en lui-même auquel j'ai mis la note, je le dis tout de suite, de 2.75. Alors le match en lui-même est pas mauvais, c'est dans un autre style évidemment d'Hell in a Cell match que le Belair Bailey évidemment. Alors ça commence vraiment de manière très brutale, j'ai trouvé ça très bien. Ils utilisent très bien la stipulation directement. T'as McIntyre qui va frotter le visage de Lashley contre la cage, qui va essayer de le battre comme ça au niveau du visage. Moi j'ai trouvé ça cool. La première partie du match est très bonne grâce à ça, grâce à toute cette brutalité. T'as un spot que je trouve très bien, c'est un air raid crash de McIntyre à l'extérieur du ring sur des escaliers. Par contre, il y a quelques nocelles de McIntyre qui me dérangent dans le match. Par exemple, un peu plus tard que le air raid crash, on est toujours sur la même séquence. T'as Lashley qui le jette contre la cage, t'as McIntyre nocelle complet, il retourne l'Ariat et je scelle plus rien. Et je montre même pas que j'ai mal par rapport à m'être fait jeter dans la cage. Je trouvais ça compliqué. Également, il va nocelle à un moment des gros coups de kendo stick de la part de Lashley. Tu vois son dos, il est hyper égratigné et tout. Et t'as McIntyre nocelle, bah les couilles, ça m'a saoulé aussi. Pour après avoir un retour, ça j'ai trouvé ça plutôt compliqué. Et c'est à partir de ce moment-là que le match va peut-être commencer à descendre un petit peu par rapport à certains manques de selling. Mais encore, ça c'est pas le plus gros point du match que je trouve mauvais. Lashley, bon, il work, très honnêtement. MVP a été très bon quand il était à l'extérieur de la cage, parce que oui, il a été à l'intérieur de la cage quand même. Il a réussi, je ne sais quelle manière, à rentrer dans la cage. À un moment, McIntyre en a marre, il fout un Claymore Kick à MVP. Bon, derrière, il passe pas pour un con parce que c'est pas pour amener un retour de Lashley parce que McIntyre aura été trop distrait par MVP. Je trouvais ça quand même bien. Mais intervention, rêve bump, enfin voilà, vraiment t'as eu 2 ou 3 faux finish au moins dans le match. J'ai trouvé ça compliqué, c'était lourd. Déjà dès le premier avec le rêve bump et tout, j'ai trouvé ça lourd. Alors 3 fois, non, c'est plutôt compliqué. Je trouve les faux finish dans le match où franchement ça me dérange personnellement. Les faux finish c'est quelque chose qu'il faut qu'ils soient bien amenés très honnêtement pour que j'aime bien, parce que sinon j'ai plus de mal. Et alors nous sommes dans un Hell in a Cell match. Je vais vous raconter la fin un petit peu. On a McIntyre qui domine Lashley, qui se prépare pour faire son Claymore Kick sur Bobby Lashley. MVP était KO à l'extérieur du ring. MVP revient, tire la jambe de Drew McIntyre. Lashley en profite, passe derrière McIntyre. Lashley fait un roll-up. 1, 2, 3. Victoire de Bobby Lashley par roll-up dans un Hell in a Cell match. Alors, je trouve ça nul à chier, mais vraiment, mais la fin est nulle. Mais c'est chaud. Vraiment, mais tu fais pas comme une fin comme ça dans un Hell in a Cell match. Enfin, si tu sais un minimum booké. Quand t'as un match de cette importance-là, avec la stipulation Hell in a Cell, avec le fait que McIntyre, s'il perd, n'aura pas de nouveau de chance au titre, tu finis pas le match par un roll-up. Enfin, sérieux. Surtout après avoir fait plusieurs fois des finishes dans le match, c'est une régression que je trouve un peu compliquée personnellement. C'est un booking à l'envers qui est d'une débilité folle. Et ouais, je suis passé de 3,25 à 2,75 dans le, je le dis, j'ai baissé de 0,5 à cause du finish parce que pour moi c'est quelque chose qui est inadmissible. Un Hell in a Cell qui finit par un roll-up, c'est nul. Vraiment, c'est zéro pour moi. C'est vraiment, et c'est pour ça que j'enlève 0,5 au lieu d'enlever 0,25 comme je le fais habituellement par rapport à des fins que je trouve nazes. Mais là, j'enlève 0,5 parce que c'est pas non seulement naze, mais c'est inadmissible, je trouve. Et tu finis ton pay-per-view comme ça, après avoir eu ce gros match important, Hell in a Cell match de 25 minutes, tu finis ton pay-per-view comme ça, où les mecs se barrent, ou 25 minutes, mais on s'en fout, on finit par un roll-up, et le pay-per-view se finit comme ça. J'ai trouvé ça d'une nullité extrême, personnellement. Après, ça a rien à enlever au match en lui-même, qui est brutal et plutôt cool, très honnêtement, évidemment, même s'il y a quelques moments qui m'ont un peu dérangé dans le match. Personnellement, voilà, j'ai mis 2,75, je conseille pas le match, très honnêtement, à moins d'être frustré par... Enfin, non, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment frustrants dans le match, c'est compliqué. Mais voilà, vraiment, la fin est risible. De terminer son pay-per-view comme ça, c'est risible, et c'est ce qu'on retient malheureusement. Même si le début du match est vraiment cool, hein, comme je l'ai dit, vraiment, il y a quelques séquences bien brutales, ils utilisent bien leur stipulation, mais voilà, compliqué. Du coup, voilà, Bobby Lashley conserve son titre, ça c'est logique, mais par roll-up, c'est pas très très logique, honnêtement. Du coup, voilà, pour ce match, j'ai pas spécialement grand-chose à dire de plus sur ce match, personnellement, voilà, j'ai mis 2,75. Le show dans l'ensemble, personnellement, je le trouve pas spécialement ouf, très honnêtement. Après, il est pas mauvais. Il y a Alexa Bliss, Shayna Baszler, c'est nul à chier, évidemment. Bon, après, on s'y attendait, hein, honnêtement. Voilà, c'est pas du catch. Mais voilà, il y a quelques
quelques trucs très bien, voire excellents. Bianca Belair Bayley est excellent pour moi, j'ai mis 4 étoiles, c'est le match que je conseille très fort du show. Je peux conseiller de voir également Rollins, Cesaro et Flair Ripley, mais dans une moindre mesure. Voilà, c'est les deux matchs qui suivent le Belair Bayley pour moi en termes de qualité, mais qui sont assez loin, très honnêtement, parce que ouais, Belair Bayley pour moi c'est le match main roster à voir cette année, très honnêtement, un très très bon Hell in a Cell match que je recommande. Je ressors pas spécialement déçu du show, parce que comme je l'ai dit, j'avais aucune attente. Je ressors même, pas dégoûté du show non plus, enfin voilà, ça a passé honnêtement. Du coup voilà pour cette review donc de WWE Hell in a Cell 2021. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup donc d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.